au Linux kernel. Il y a le cgroups qui a été du coup développé par Google, mais ajouté ensuite au kernel Linux. Il y a aussi les namespaces, les netlink, les capabilities, etc. Et en fait, c'est des outils qui permettent surtout deux choses, l'isolation et la sécurité. Du coup, lorsqu'on isole en fait un conteneur ou bien un runtime ou une application, il faut avoir beaucoup de sécurité, sinon on risque d'avoir par exemple une application qui va prendre les données d'une autre application. Par exemple, si on est hébergeur, on ne peut pas permettre à des applications de communiquer entre eux, surtout si les propriétaires ne sont pas les mêmes. Ou bien si, par exemple, un conteneur utilise beaucoup plus de ressources que les ressources allouées. Il peut faire un overflow sur la mémoire, sur le processeur, sur n'importe quelle ressource physique. Ensuite, en 2015, ils ont développé Rancy. Et en fait, c'est l'un des premiers pas dans la démarche de standardisation de Docker. En fait, Docker, c'est un projet communautaire open source. Les contributeurs sont Google, Red Hat. Il y a plein de contributeurs qui sont des entreprises connues. Et en fait, Google, par exemple, lorsqu'elle contribue énormément dans Docker, elle va dire non, mais moi aussi, je veux faire partie de cette industrie des conteneurs et tout, surtout que c'est l'avenir. Et je veux faire de la standardisation de Docker parce qu'un jour, je veux aussi m'interfacer par exemple à l'API Docker ou à cette bibliothèque, ou bien je veux prendre une partie et la mettre ici. Et du coup, ça doit être standardisé. Rancy, c'est l'une des premières étapes pour cette standardisation. Et en fait, le but, c'est de pouvoir tourner un conteneur Docker avec n'importe quel moteur, c'est-à-dire Rancy ou autre. Et en fait, Rancy, il est aussi géré par c'est l'Open Container Initiative. C'est un groupe de travail, là où il y a Docker, Google, CoreOS, Red Hat, qui travaillent sur la standardisation. Et du coup, ils font par exemple la standardisation de Rancy. Du coup, on peut le remplacer par n'importe quel autre moteur, n'importe quel autre runtime. Et le but, c'est de faire donc l'abstraction de la communication entre un conteneur Docker et un runtime. Ensuite, Docker, parce que Docker, au début, je pense qu'ils n'étaient pas d'accord sur ça, mais après, en fait, je pense qu'il y avait des pressions, peut-être, ils travaillent ensemble aussi. Mais après, Docker, ils ont donc développé Rancy avec leurs partenaires, ils l'ont sorti. Et ensuite, Docker ont sorti aussi la partie Containerd de Docker. Containerd, c'est un outil qui permet de faire la supervision. C'est lui qui gère le cycle de vie d'un conteneur. Parce qu'un conteneur, c'est comme un processus. Il meurt, il dort, voilà, c'est comme un processus. Du coup, ils ont fait un refactory de code. Et Containerd maintenant, c'est un projet qui appartient plus à Docker, mais c'est un projet communautaire open source qui appartient à tout le monde. Donc en fait, au début, Docker, c'était un seul Git. Il y avait un seul Git. Maintenant, c'est des dizaines de Git. Et c'est beaucoup de groupes qui travaillent ensemble. Et après, on va voir en fait ça tout à l'heure. Mais avec cette nouvelle architecture, du coup, on a passé d'une architecture monolithique à une architecture basée sur des composants qui s'interfacent entre eux pour créer Docker. Ça, c'est l'architecture de Docker. Il y a le Docker Engine, Containerd, le Shim et le Rancy. Lorsqu'on crée un conteneur à partir de la ligne de commande qui est en haut, on s'interface avec l'API de Docker. En fait, la commande, elle appelle une API qui tourne sur votre machine. Et c'est Docker Engine qui va gérer cette API. Ensuite, il passe la commande à Containerd. Et ensuite, il y a le Containerd Shim. Et c'est le Rancy, après, qui reçoit le message dernier. Et c'est le runtime. Et en fait, ici, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever, en fait. Ça, c'est Docker, mais on peut changer Rancy par n'importe quel autre runtime. Et donc, Rancy, finalement, il exécute le conteneur. Et il sort, il fait un exit. Avant, lorsqu'on exécute un conteneur, lorsqu'on tourne un conteneur en production, par exemple, si Docker sort, s'il y a une erreur sur Docker, il fait un exit 1 ou un exit 2 avec n'importe quel autre code d'erreur. Du coup, les conteneurs ils vont cesser de tourner en fait. Et avec cette architecture, avec des composants comme ça, lorsqu'on redémarre Docker, ou bien lorsqu'on fait un upgrade de Docker, ou lorsqu'il s'arrête, il fait un exit, les conteneurs ils vont continuer à tourner. Et ça, c'est un avantage. Alors en 2017, je pense que tout le monde a commencé à s'intéresser plus aux conteneurs. Et 2017, c'est l'an, si on voit le graphique là-bas, c'est l'an où les conteneurs sont devenus mainstream. Donc, puisqu'il est devenu mainstream, donc il y avait Amazon qui voulait par exemple sa propre version de Docker en fait pour faire tourner
des machines Docker avec une infrastructure qui a une philosophie différente. Il y a aussi Google Cloud Platform. On a Linux, on a Docker for Mac, Docker for Linux et pour Windows également. Il y a plusieurs vendeurs du coup. Et en fait, Docker Inc., la société, elle s'est dit, bon, moi pour développer tout ça, je ne veux pas arriver à le faire, du coup je vais créer un projet qui s'appelle Moby. Et du coup, Moby, c'est un projet qui va permettre de développer Docker et de travailler aussi sur tout l'écosystème des conteneurs. Et en fait, moi, lorsque j'ai entendu parler de Moby, je me suis dit, mais non, j'ai appris Docker, maintenant je dois apprendre Moby. Et en fait, non, Moby, ça ne concerne pas les développeurs ou bien les Ops ou les DevOps, parce que c'est un projet qui va servir qu'aux développeurs de Docker. Et le but, comme je vous ai dit, c'est de créer un écosystème, un nouveau écosystème de développement et de production de conteneurs. Mais pour vous, pour moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille pour Docker ici, mais pour nous qui ne travaillons pas pour Docker, il n'y a aucun changement en fait. Du coup, Docker, il a passé d'un modèle monolithique open source à un modèle basé sur des composants, à un modèle où on peut partager ses composants et ce qu'on appelle assemblies, c'est les montages de ces composants, à un modèle où on peut collaborer sur des composants, plusieurs sociétés qui collaborent sur les mêmes composants et qui peuvent aussi travailler sur des montages en commun. Et donc c'est ça en fait le projet Moby. Ça c'est les outils qui font partie du projet. Moby c'est l'infrastructure ici. C'est l'infrastructure qui permet, enfin c'est pas l'infrastructure des serveurs, mais l'infrastructure qui permet de gérer tout ça, de l'assembler, de travailler sur des composants. C'est les outils de développement en gros. Et en fait ici on peut voir que Docker c'est l'un des projets qui peuvent sortir de tout cet upstream là. Du coup, on peut créer d'autres conteneurs grâce à Moby. Puisque maintenant, on peut créer, voilà, avec des composants, on peut assembler notre propre conteneur. Donc voilà, Moby permet de créer Docker, et après, Docker Inc. ajoute le Docker Enterprise Edition. On va voir maintenant rapidement les composants de cet écosystème qui s'appelle Moby. Alors, il y a le containerd qu'on a vu tout à l'heure. C'est la partie, je pense, la plus importante parce que c'est le runtime qui gère le cycle de vie. C'est le superviseur, pardon, qui gère le cycle de vie. Il y a aussi LinuxKit. C'est un outil que j'ai essayé aussi, il est pas mal. Mais c'est un outil en fait qui permet de créer des distributions Linux pour des conteneurs. Et ce que je pense par rapport à cet outil, c'est qu'il est génial parce qu'on peut créer des distributions Linux à partir de quelques fichiers en fait. C'est un fichier texte, il y a un mail, où on met la description, par exemple, des couches de notre système. Et après, on lance une commande et c'est bon en fait. Avant, pour créer une distribution Linux, on galère. Maintenant, c'est très simple en fait. Du coup, il permet aussi de créer des systèmes sécurisés et légers. Il y a aussi une autre fonctionnalité sur LinuxKit, c'est que on peut créer des machines virtuelles pour Amazon, par exemple, bien pour Google Cloud ou n'importe quel autre cloud public. Pour Amazon, par exemple, on peut créer des AMI, Amazon Machine Image, grâce à un seul fichier descriptif, et on lance la commande, c'est bon. Il y a aussi un outil qui s'appelle InfraKit. Alors InfraKit, c'est un outil qui n'a pas de relation avec les conteneurs, qui n'a pas de relation avec Docker directement, il a une relation indirecte avec les conteneurs. Pourquoi? Parce qu'il permet de créer des infrastructures. C'est un kit de développement qui permet de créer des infrastructures distribuées et self-healing. Distribuées parce qu'une architecture distribuée, ce n'est pas, par exemple, des serveurs distribués comme ça, mais c'est aussi des algorithmes qui gèrent le consensus, par exemple, entre plusieurs nœuds dans le même système distribué, qui gèrent aussi, par exemple, tout ce qui est poids, tout ce qui est priorité. Il y a des algorithmes pour ne pas déborder, en fait, pour garder ce système distribué fonctionnel et stable. Donc, il permet aussi de créer des systèmes self-healing. Self-healing, c'est grâce aussi à ce qu'on appelle desired state. Le desired state, c'est-à-dire l'état dans lequel on veut voir notre infrastructure ou bien notre système distribué. Et c'est un concept, en fait, où on utilise un langage déclaratif. Je vais expliquer. Le langage déclaratif, en fait, pour décrire des infrastructures, c'est en fait la différence entre le procédural, je pense que tout le monde le connaît, c'est qu'on déclare en fait l'état où est-ce qu'on veut arriver. Par exemple, moi, je veux créer une infrastructure sur Amazon, du coup, je vais dire, moi, je veux un VPC avec des subnets privés et des subnets publics, et je veux un cluster qui tourne sur ce VPC-là. Pour le procédural, je dois décrire, je dois dire,
je veux ça, après je veux ça, après je veux le VPC, et après je veux... En fait, je dois respecter l'ordre aussi, je dois respecter s'il y a des dépendances. Et le déclaratif, je dis à Amazon, tu gères, moi je veux ça, et toi tu gères. Donc c'est plus simple, c'est plus facile. Et ensuite, on peut voir que dans le déclaratif, il y a le concept du desired state. Et le desired state, c'est utilisé par la feature self-healing. Parce que, en fait, le superviseur d'une infrastructure, il va comparer le desired state et l'état actuel de l'infrastructure. Et s'il y a un problème qui arrive, du coup, il va revenir au desired state. Et comme ça, on est dans un système self-healing. C'est un peu comme Terraform. Je ne sais pas si vous connaissez Terraform, s'il y a quelqu'un qui utilise Terraform. Non. Il y a aussi le SwarmKit qui fait partie de Moby. Alors le SwarmKit, c'est comme InfraKit, sauf qu'il permet de tourner des... déjà, il est utilisé par SwarmKit, mais il permet de tourner des applications distribuées. Des applications distribuées, c'est une application qui tourne sur un système distribué. Et du coup, il gère aussi des primitives pour la découverte des nœuds, pour faire le consensus basé sur l'algorithme Raft. L'algorithme Raft, c'est utilisé pour les systèmes distribués, justement. Et il fait aussi l'ordonnancement des tâches. Et en fait, Docker Swarm, qui est l'orchestrateur créé par Google, par Docker, pardon. Ouais, c'est différent. Créé par Docker, il utilise SwarmKit. Donc voilà, en fait, ça, comme on a vu, c'est l'architecture de Docker. Il y a le Swarm qui est inclus nativement dans Docker. Mais après, en fait, maintenant, on a parlé des conteneurs et tout, mais dès qu'on essaie de faire tourner des conteneurs sur des architectures de production, là où il y a beaucoup de trafic, on réalise que l'orchestration, elle est aussi très importante, en fait. Peut-être elle est beaucoup plus importante que le conteneur, parce que sans orchestration, on ne peut pas arriver à créer des systèmes de production stables. Et en fait, sur le marché de l'orchestration, il y avait Docker Swarm qui était le plus simple, qui est le plus simple d'ailleurs, mais il y a aussi Kubernetes. Kubernetes, il est développé par Google, et Google, c'est un leader en fait dans la technologie de containerisation, et il a plus que 15 ans, il a 15 ans exactement d'expérience sur tout ce qui est conteneur et tout. Et c'est pour ça en fait que Kubernetes, il a volé un peu la célébrité, en fait, si je peux dire ça, à Docker. Et donc je pense que là c'est un amour forcé, parce que Docker, il est obligé en fait de dire voilà, je vais mettre maintenant Kubernetes nativement dans Docker. Et du coup l'avantage d'utiliser les dernières versions de Docker, je pense que maintenant c'est juste disponible pour Docker for Mac et bientôt pour les autres versions, c'est que l'orchestration Kubernetes, elle est inclue directement, nativement, et c'est plus simple parce qu'on ne va pas installer Kubernetes, on ne va pas le configurer, ça vient avec Docker. C'est en cours de développement aussi pour d'autres versions. Et en fait, comme j'ai dit, l'orchestration, c'est un must. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire tourner un serveur de production ou bien des applications en production sans orchestration. Parmi les orchestrateurs les plus connus, moi j'ai mis 3, mais il y a beaucoup plus d'orchestrateurs moins connus que connus. Moi je connais des gens qui ont commencé à développer leur propre orchestrateur. Mais voilà, ça c'est le plus connu. Docker Swarm, en fait, c'est l'un des plus connus parce qu'il est simple à utiliser et parce qu'il vient dans les packages de Docker. Mais si vous commencez par exemple à vous intéresser, par exemple tout ce qui est orchestration, vous voulez travailler avec des conteneurs et avec l'orchestration, pour un débutant, pour quelqu'un qui commence, moi je conseille Docker Swarm parce que du coup vous n'allez pas apprendre de choses, vous allez apprendre Docker. Et après Docker Swarm, c'est un outil qui utilise la même API, le même CLI, et c'est beaucoup plus simple que Kubernetes. Mais une fois que vous maîtrisez Docker Swarm, passer à Kubernetes, c'est une très bonne idée parce que, d'après ce qu'on est en train de voir, Kubernetes est en train de prendre une plus grande part du marché de l'orchestration que d'autres concurrents. Et il y a aussi Mesos, Mesosphere en fait, qui a développé leur propre technologie d'orchestration. Alors, l'orchestrateur de Mesosphere, il est utilisé par Twitter et par Netflix. Netflix, je pense qu'il utilise les technologies les moins connues, toujours comme ça par choix. Kubernetes, il est utilisé par GitHub, et il est utilisé par Wikimedia, par exemple, pour tourner Wikipédia. Docker Swarm, je ne sais pas par qui il est utilisé. Du coup, pour l'anecdote, moi j'ai rencontré un développeur qui travaille avec Docker, c'est un développeur Docker, et je lui ai posé des questions sur Docker Swarm, il m'a dit directement, vas-y, utilise Kubernetes. D'accord, ok. C'est comme si tu vas à Monoprix, ils vont te dire non, mais c'est Carrefour, c'est là-bas.
Donc Kubernetes, il est développé par Google et il y a des retours d'expérience réussis, par exemple par eBay, GitHub et Wikimedia, sur l'utilisation de cet orchestrateur-là. Et c'est pour ça en fait que les fournisseurs de cloud maintenant ils sont en compétition pour dire voilà c'est moi qui offre le service Kubernetes Managed, le meilleur quoi. Donc il y a OpenShift par exemple, Red Hat qui a développé OpenShift, c'est son plateforme de conteneurs et qui permet aussi de tourner un cluster Kubernetes facilement. Il y a évidemment Google qui a son propre service qui s'appelle GKE et qui permet aussi de tourner Kubernetes en mode managed, c'est-à-dire on ne gère pas l'infrastructure, on développe et on déploie sur Kubernetes, on l'exploite mais on ne gère pas toute la partie haute disponibilité et tout ça. Il y a aussi Azure qui a développé le AKS. Il y a Amazon qui a développé, rien que pour les conteneurs, ils ont développé 3 solutions. Il y a l'Amazon ECS, c'est la solution en fait qui... en fait Amazon ils se sont dit tiens nous on est différents, du coup on va développer ECS qui est plus proche de notre philosophie, c'est notre propre orchestrateur, mais je pense qu'il n'a pas trop marché parce qu'après ils ont développé Amazon EKS qui permet de lancer un Kubernetes en mode managed. Et après ils ont développé Amazon AWS Fargate qui peut s'interfacer à ECS et à EKS aussi, mais qui permet de créer des conteneurs, voilà. C'est 3 services différents pour une seule technologie. Bref, Kubernetes, en fait, c'est un projet open source et il est formé par des workgroups et des SIG, ce qu'on appelle Special Interest Groups. Et en fait, c'est des groupes de développement, comme on peut voir là-bas, c'est les différents SIG. Et il y a, par exemple, un groupe qui travaille pour Amazon, qui, par exemple, travaille sur la compatibilité entre Kubernetes et l'infrastructure Amazon. Sur Azure, pareil. Il y a des groupes qui travaillent sur OpenStack, etc. Et en fait, pour voir l'importance de Kubernetes et pour avoir une idée sur le futur de l'orchestration et des conteneurs, on doit juste voir les noms des sociétés en fait, qui contribuent à ce projet-là. Il y a Google, Red Hat. Google, c'est évident. Donc Red Hat, CoreOS, Alibaba, Microsoft, Samsung, Huawei, Canonical, IBM, Fujitsu. Il n'y a que des listes d'annonces qui n'est pas ici. Pour finir, en fait, il y a dernièrement, en fait, il y a Red Hat qui a acheté CoreOS, comme on a vu ici. CoreOS, c'est un contributeur et il y a aussi Red Hat qui sont aussi contributeurs. Donc les deux, ils sont contributeurs. Lorsque Red Hat rachète CoreOS, du coup, ils sont devenus le lead sur le développement du Kubernetes. En fait, c'est pour dire que, parce que maintenant, en fait, on écoute que voilà, Amazon, c'est le cloud le plus innovant. Alibaba, c'est peut-être le moins cher, je ne sais pas. Il y a aussi Azure qui sont en train de travailler sur l'infrastructure et sur les services et tout. Et dernièrement, ils ont sorti plein de services et tout. Mais il y a aussi Red Hat qui, peut-être dans le futur, va rejoindre les meilleurs ou bien les plus connus fournisseurs de cloud public. Donc voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez rejoindre la communauté, c'est DevOps Links. Là, c'est mon Twitter, mon adresse email et mon site web. Merci. Questions-réponses? Ouais. Okay. Si vous avez des questions, j'espère que oui. En fait, on a innové, on a un micro sur pied. Est-ce que quelqu'un a une question pour Ayman? Ok. Voilà. Tu passeras derrière. Oui. Bonjour, merci pour la conférence. Juste, est-ce que tu aurais un lien, la meilleure ressource pour commencer, un tuto, une chose comme ça sur Docker? Oui. En fait, il y a sur le site de Docker, il y a des tutoriels qui sont très intéressants parce qu'on commence pas à pas en fait. Du coup, même pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec Docker, c'est intéressant. Après, pour aller à d'autres niveaux, je pense que voilà, moi j'ai, je sais pas en fait, il y a, mais pour commencer, voilà, c'est sur le site de Docker. Okay. Il y a academy.docker, je pense. Ouais, sur Docker. Cours après, il y a training sur. Jusqu'à ce soir, ça va. Jusqu'à ce soir, mais après, pour Kubernetes, je pense que ça demande un peu plus d'efforts, d'apprentissage, parce que c'est un peu différent de la philosophie SOAR.
Il a sa propre philosophie en fait. Il est constitué de peu, voilà, des déploiements, des trucs qui sont un peu plus poussés. Merci pour la conf. Je voudrais savoir, en fait, vous avez parlé de différents orchestrateurs, et je voudrais savoir au niveau de la production, lequel serait le plus intéressant. Enfin, lequel avez-vous pratiqué, lequel serait le plus intéressant? Le plus intéressant d'un point de vue technique, par exemple, ou bien d'un point de vue facilité? Maintenabilité et autres. Enfin, maintenabilité et le plus... celui qui pourrait supporter le plus facilement les charges, les fortes charges. D'accord. Moi, j'ai utilisé, par exemple, Docker Swarm au début. Mais maintenant, enfin, c'est un choix personnel, c'est un avis personnel aussi. Je pense que Kubernetes, lorsque je l'ai utilisé, il est mieux en fait que Docker Swarm. C'est une solution plus complète pour faire de l'orchestration et pour s'interfacer aussi à d'autres clouds. Par exemple, pour s'interfacer au cloud de AWS, pour créer un load balancer natif à AWS avec Elastic Load Balancer d'Amazon. Kubernetes permet de faire ça. Docker Swarm, non, il ne permet pas de faire de ce genre de trucs avancés. Donc je te conseille de commencer à apprendre par Docker Swarm et après d'aller à Kubernetes. Mais pour la production et la stabilité et tout, moi je préfère par exemple travailler sur une solution managed, que ce soit sur Azure ou que ce soit sur AWS, peu importe. Comme ça en fait je garantis qu'il n'y a pas... Comme ça je ne gère pas la partie infrastructure de Kubernetes. Je gère juste les déploiements, je gère l'automatisation par exemple. Okay. J'avoue qu'au début, c'est mieux d'apprendre comment le déployer tout seul, comment l'utiliser. Comme ça, en fait, tu connais les principes, tu fais un reverse hack de toute la partie managed, et comme ça, tu apprends mieux. D'accord. Ok, merci. Je t'en prie. Merci pour l'historique, c'était un peu violent, mais bon, c'est cool. Alors, moi, je suis désolé, je suis dev et pas du tout ops. J'ai fait de l'ops avant et du coup, j'ai mon serveur dédié et j'ai mis du Docker Compose dessus et ça tourne. Je sais qu'il faut que je passe à Swarm. Je commence à déjà avoir des nœuds au cerveau et effectivement, tout le monde me dit qu'il faut que je passe à Kubernetes. Alors déjà, je trouve pas de tutoriaux compréhensibles. C'est vrai. Et j'ai l'impression que j'ai 2 ans, quoi. Est-ce que tu as des ressources pour Kubernetes ou est-ce qu'on peut commencer avec du Swarm? C'est envisageable en prod vraiment? Moi, je l'ai utilisé Docker Swarm en prod, c'est pas mal. Pour des applications très simples, en fait, parce qu'en fait, je l'ai utilisé dans une startup. On n'a pas vraiment beaucoup d'applications, on a 2 ou 3 applications. Il y a la partie front en AngularJS que j'ai déployé aussi sur Swarm. J'ai déployé la partie API en Node.js sur Swarm. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est l'API en Node.js. Voilà, c'était ça. Ça, c'est un cluster Swarm qui héberge toute l'application, la partie front et la partie back. Après, pour s'interfacer à d'autres... Enfin, j'ai utilisé d'autres services cloud, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Mais voilà, Docker Swarm pour une startup, pour une application, ça va. Ça peut marcher sans problème. Après, si tu veux, par exemple, faire, je sais pas, des trucs plus avancés qu'en faire du multi-cloud, ou bien, il n'y a pas d'avantage. Lorsqu'on crée un cluster avec de l'orchestration, déjà on aura 2 machines, mais on peut placer 300 conteneurs ici, ça dépend de la taille de la machine déjà. On peut placer des centaines de conteneurs ici, des centaines de conteneurs dans l'autre VM. Et ces conteneurs-là, ils vont communiquer entre eux. Tu vois, par exemple, lorsqu'il y a un conteneur Apache qui a besoin de communiquer avec un conteneur PHP. Il peut en fait communiquer dans un réseau interne à eux. Et c'est ça en fait l'un des avantages de l'orchestration. C'est qu'un outil d'orchestration comme Docker Swarm ou Kubernetes, il crée des liens virtuels qui n'existent pas physiquement, mais il crée des liens virtuels dans un cluster de machines où tout le monde peut communiquer ensemble, tous les conteneurs. D'accord. Mais du coup, entre avoir une infrastructure avec un Docker, avec un Kubernetes, versus avoir plusieurs machines qui simulent un peu les fameux containers dont tu mentionnes. Est-ce que Kubernetes a disons plus de latence ou prend plus de, il y a une petite chute de performance par rapport à du 100% natif? Non. C'est quasi nul. Peut-être dans quelques cas, oui, c'est en mesure par exemple. D'accord. Ça peut arriver, mais c'est pas dû à l'orchestration, c'est dû à autre chose peut-être. Okay. Mais non, il n'y aura pas de dégradation de performance si on utilise l'orchestration. Peut-être c'est le contraire en fait. Ok, intéressant. L'orchestration, non, ça n'altère pas la performance, mais l'utilité.
c'est ça en fait, Ok. c'est son utilité qui le rend plus important. D'accord. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, pour un serveur Kubernetes, mieux vaut prendre une grosse machine plutôt que... c'est ce qu'il faut, quoi, pour... Oui, il y a un minimum requis pour tourner Kubernetes, mais on n'a pas besoin d'avoir une grande machine en fait. Mhm. C'est surtout par rapport au nombre de conteneurs que tu vas tourner sur ton D'accord. infrastructure. Ok. Du coup, là, on ne parle même pas de la taille de la machine, mais on parle du nombre de machines. D'accord, ok. Ok, très bien. Ouais, merci. Merci pour le talk. J'avais une question, les retours sur Rancher et sur Traffic, t'en as déjà? Oui, Rancher, je l'ai utilisé. Bon, l'avantage dans Rancher, c'est qu'on peut utiliser une interface graphique web et on ne va pas aller à la ligne de commande pour faire des manipulations, etc. Sauf que personnellement, je préfère aller sur la ligne de commande parce que je pense qu'avoir une interface graphique, c'est un peu limitant et on ne peut pas en fait agir rapidement sur un système de production. En fait, il faut faire F5, attendre la page. Probablement, il y aura une erreur, je ne sais pas, un truc de CSS qui n'est pas compatible avec mon browser. Alors que ça n'arrive pas dans un terminal en fait. Tout est carré, tu as toutes les commandes disponibles, tac, tu tapes, et c'est surtout lorsqu'il y a un truc urgent en fait. Donc c'était quoi la question? Et Traffic? Le trafic? Non, Traffic. Ah, Traffic, oui. Traffic, il y a un développeur français qui a développé Traffic qui est plus optimisé en fait pour gérer des microservices. Je l'ai utilisé, mais pas dans des systèmes de production. J'avoue qu'il n'y a pas trop de solutions comme Traffic. Je pense qu'il y a un ou deux, mais c'est pas très connu. Mais Traffic, même sur GitHub, il est de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus de contributeurs. Donc oui, c'est un outil qui est pas mal pour gérer surtout des microservices. Les features et les options qu'on a dans Traffic, ils permettent de gérer des microservices, mais aussi des conteneurs. En fait, la relation entre microservices et conteneurs, je pense qu'avant, en fait, on parlait des microservices, on parlait des conteneurs. Maintenant, on est en train de parler des deux en même temps, en fait. Microservices, on en parle moins, d'ailleurs, je pense, je sais pas. Mais pour moi, un microservice, il doit tourner sur un conteneur. C'est parmi les best practices, en fait. Et ça aide aussi à... tu vois, il y a des patterns pour créer des microservices, comme par exemple la découverte, ou bien les health check. Et du coup, Docker, avec des outils d'orchestration, ils permettent de faire ça. Je te remercie. Merci. Bonsoir et merci. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport à l'avenir des conteneurs un peu plus en général. J'ai entendu parler d'un système d'exploitation qui serait modulaire à base de conteneurs qu'on assemblerait suivant ce qu'on veut. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, oui. Alors, il y a déjà un système d'exploitation qui tourne que sur des conteneurs. Et ça a été développé par Rancher Labs. Parce que Rancher Labs, c'est la société. Rancher, c'est l'outil qui permet de créer un cluster Kubernetes, etc. Mais ils ont aussi un système basé sur des conteneurs. Il n'y a que des conteneurs qui tournent sur ce système-là. Alors, le système, je pense qu'il s'appelle Cattle, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Par rapport à l'avenir des conteneurs... J'ai entendu parler d'un Windows aussi. Comment? Pour ne pas le nommer, j'ai entendu parler d'un Windows aussi. Windows. Je crois qu'il y a un projet, on ne sait pas quand est-ce que... Je ne sais pas, mais probablement oui, parce que oui, ils ont commencé aussi à travailler sur des conteneurs et tout. Avant, ce n'était pas compatible à 100% avec Windows. Maintenant, c'est plus facile en fait de tourner Windows dans un conteneur sur un Windows. Et du coup, pour le futur des conteneurs et tout, personne ne le sait, c'est ça la définition du futur par défaut, mais on peut voir en fait que maintenant on parle aussi, à part les conteneurs, on parle des systèmes serverless. Et en fait, les systèmes serverless, pour moi, je pense que c'est l'évolution naturelle de la conteneurisation. Pourquoi? Parce que la majorité de ces systèmes-là, ils se basent sur des conteneurs. C'est plus simple de créer un conteneur serverless et stateless aussi, c'est-à-dire lorsqu'il disparaît, tout disparaît, à part la base de données, c'est normal. Mais le runtime, lorsqu'il disparaît, du coup, tout disparaît. C'est ça l'avantage, en fait, c'est que le serverless, en fait, on peut utiliser des conteneurs, mais aussi on peut utiliser des orchestrateurs. Il y a des outils qui se basent sur Kubernetes pour créer un système serverless, par exemple. On peut aussi créer notre propre système serverless avec Docker, parce qu'on a l'API. On peut utiliser, par exemple, Python, ou bien notre langage préféré, pour utiliser l'API de Docker et pour faire tourner un système serverless. Merci. Je t'en prie.
Salut, merci aussi pour la conf. Alors moi je suis pas du tout DevOps, je suis étudiant pour l'instant, mais j'ai déjà utilisé un peu Docker sur mon serveur à moi. Si j'avais bien compris au début, normalement Docker, tu es censé en fait bypasser la couche OS virtuelle et t'accèdes directement à la couche, à ton kernel en fait de ton host. Et ce qui fait que tu es obligé d'avoir le même host pour tous les containers. Et tout à l'heure, tu as parlé de Linux Kit et de Swarm Kit. Si j'ai bien compris, ce qui est probablement pas le cas, ça avait l'air d'être en fait un fichier où tu lui dis j'ai besoin de ça et ça dans mon kernel, j'ai besoin de tel et tel service, et puis il te construit une machine virtuelle. Ouais. Mais le conteneur, c'est plus pour une installation sur en Swarm, enfin genre quand tu as plein de trucs, parce que normalement tu n'es pas censé avoir besoin d'un OS particulier pour tes conteneurs. C'est quoi l'intérêt en fait? D'accord. En fait, pour travailler avec des conteneurs, que ce soit en développement ou bien en production, pour nous qui ne travaillons pas pour Docker, on n'a pas besoin par exemple, d'utiliser, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser LinuxKit ou SwarmKit ou les autres outils qui appartiennent au projet Moby. Donc le projet Moby, c'était juste pour vous dire, voilà, c'est pas un truc qu'on est obligé d'utiliser. Par contre, si tu as besoin de créer tes propres, imaginons par exemple que tu as besoin de créer ton propre système de conteneurs, qui doit être un système très léger, qui doit être un système qui utilise qui a que les bibliothèques que tu vas utiliser. Et on n'a pas besoin d'autres bibliothèques, ni du kernel d'ailleurs. Et LinuxKit, en fait, c'est un outil qui va te permettre de créer ce système-là. Et c'est un système qui va être très léger. Par exemple, tu peux créer un Linux de 16 mégas. Et tu peux le tourner sur un conteneur et tu peux l'échanger du coup parce que c'est juste 16 mégas. SwarmKit aussi, c'est un outil de développement pour Swarm. En fait, l'orchestrateur de Docker, il utilise des bibliothèques SwarmKit. C'est un outil de production, c'est un outil pour développer Docker Swarm. Okay. Ça n'a pas d'intérêt en fait pour toi, ton utilisation perso, mais c'est plus si tu as envie de t'amuser à développer un nouveau conteneur. Non, pour exploiter et utiliser Docker en production, on peut utiliser LinuxKit, mais par exemple SwarmKit, on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser. Sauf si on veut créer nos propres conteneurs personnalisés. Tu vois, si on veut avoir plus de personnalisation, on peut utiliser ces outils-là. Merci beaucoup. Sans prie. Merci. Là, on a parlé de SwarmKit et de LinuxKit aussi. Et moi, je vais parler d'un autre truc, par exemple Rootkit. Et j'avais une question, donc j'ai entendu le mot portable au début, et je pensais qu'on allait parler un peu de système embarqué avec Docker. Pour pouvoir faire je sais pas, il y a plusieurs applications que je vois, comme faire de la cross-compilation sur un Docker et tout. Je voulais savoir si vous avez déjà fait ça, enfin si tu as déjà fait ça, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus un peu. Ouais. Moi j'ai essayé de faire tourner Docker sur un Raspberry Pi, mais c'était il y a quelques années. Maintenant c'est possible. Avant c'était pas possible, parce que vu la nature du processeur, qui est différente, qui n'est pas par exemple x86 ou x64. Ouais, du coup, au niveau d'architecture, ARM et tout, Docker, il fonctionne là-dessus déjà? Maintenant, ça fonctionne, oui, ça fait peut-être un an ou peut-être un peu plus. Mais ça fonctionne maintenant. On peut créer un cluster avec juste des Raspberry Pi, un système IoT, par exemple, distribué. On peut tourner un Kubernetes ou un Docker Swarm. D'accord, merci. Je t'en prie. Bonsoir. Merci pour la présentation de tout à l'heure. J'avais une question qui reste en suspens souvent, c'est la question justement de la couche database. Tu disais tout à l'heure un container stateless, sauf dans le cas de la database. Et justement, qu'est-ce que tu soutiens qu'est-ce que tu penses être la meilleure idée pour la database? Et une question qui peut en découler plus ou moins, est-ce que les file systems distribués, alors NFS c'est plutôt décrié, mais VirtFS justement pour les écritures partagées entre containers, ça te paraît être une bonne chose? La deuxième question c'était quoi? La deuxième? Oui, par rapport au NFS. NFS ça m'a été plutôt déconseillé. D'accord. On m'a dit VirtFS c'est pas mal. Est-ce que c'est une bêtise conceptuellement de penser que c'est un bon système pour que plusieurs containers qui contiennent des instances de DB écrivent ensemble sur un répertoire partagé, pour se partager une DB en fait, entre plusieurs containers sur un cluster? D'accord. En fait, si tu as besoin d'écrire sur un disque partagé, tu le fais par besoin parce que tu as vraiment besoin de ça en fait. Si tu n'es pas obligé en fait. Si tu n'as pas besoin, ça ne sera pas une bonne idée. Mais l'avantage de NFS, c'est qu'il gère
il gère par exemple tout ce qui est écriture simultanée, lecture avant écriture ou écriture après. Du coup, c'est son travail en fait, c'est sa spécialité NFS qui voilà, gère plusieurs systèmes qui écrivent sur le même file system, bien plusieurs entités qui écrivent sur le même file system. Donc en fait, si tu as besoin de l'utiliser tout simplement, si tu es sûr que c'est ton cas d'utilisation, oui. Par contre, si tu vas l'utiliser comme ça, non, ça va créer des problèmes. Il y a plusieurs systèmes de fichiers distribués. Il y a GlusterFS, par exemple, qui est développé, bien qui est sponsorisé et développé en partie par ADET. Tu peux l'utiliser, mais si tu ne veux pas vraiment rentrer dans les détails de tout ce qui est système de fichiers et tout, parce que c'est un peu compliqué en fait, et c'est une spécialité à part, il vaut mieux utiliser un système de fichiers cloud comme Elastic File System, qui est le NFS de Amazon Web Services, par exemple, ou il y a d'autres fournisseurs cloud aussi. Par rapport aux bases de données, avant c'était une mauvaise idée en fait de faire tourner une base de données sur des conteneurs. Maintenant, moi je l'ai jamais fait. Mais il y a des gens qui sont arrivés à tourner des bases de données sur des conteneurs sans avoir des problèmes. Alors il y a des articles de 3-5 pages qui expliquent comment faire ça. Et il y a RDS aussi sur Amazon que tu peux juste faire une base de données sans même gérer l'infrastructure. Du coup, j'ai préféré la deuxième. Mais oui, c'est possible de créer un système, enfin une base de données sur des conteneurs, mais je pense qu'il y a quelques considérations de plus à prendre en compte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça répond tout à fait. En gros, pour le moment, tu ne conseilles pas du tout de mettre la partie base de données dans des containers avec une écriture partagée. C'est pas un truc à containeriser. Le problème, des conteneurs, c'est qu'ils sont stateless, c'est-à-dire qu'ils disparaissent lorsqu'ils vont faire un exit. Du coup, tu peux perdre des données. Si tu trouves un système, si tu vas lire par exemple, je pense que sur LinkedIn, ils ont écrit un article sur ça, si je ne me trompe pas. C'est un grand article qui explique le retour d'expérience de faire de la containerisation des bases de données. C'est un truc à voir en fait, il y a plein de détails. Okay. Merci. Je t'en prie. Si je peux compléter, il y a deux problèmes en fait. C'est-à-dire que la base de données d'un côté, moi en l'occurrence, désolé de toucher le truc, j'utilise des Postgre en prod, containerisés, j'ai aucun problème, ça marche super bien. Voilà. Par contre, la data, elle est stockée sur le host. Les fichiers, en l'occurrence, Postgre, c'est écrit dans des fichiers. Les fichiers, j'utilise le file system de mon host pour écrire. Par contre, ça veut dire que du coup, quand je veux changer de version de base de données, tout con, ça arrive, et en plus, Postgre, c'est un petit peu violent au niveau des packages pour l'OS. Moi, ça me prend 20 secondes, et je sais que j'aurai aucun impact sur le reste de mes containers et de mon OS host, etc. Donc, pour le soft en lui-même, ça vaut vachement le coup. Après, stocker la data dans un container, ouais, évidemment. Non, c'est pas le thème. Par contre, le problème, c'est du coup, tu peux avoir qu'un seul container. Tu peux avoir qu'un seul container qui est sur ton système de fichiers. Je veux dire, sur un seul serveur. Tu peux pas avoir un cluster avec deux containers sur deux serveurs qui écrivent ce qu'il faut qu'ils écrivent sur le même système. Si, ouais, je le fais. Il y a des fois, je suis un peu le bourrin et j'ai un client qui m'appelle pour une urgence, je démarre son serveur, je suis déjà en train de bosser sur un autre. J'ai deux Postgre qui tournent en même temps, ce ne sont même pas forcément la même version. Ils écrivent tous les deux sur l'OS, sur mon OS host. Moi, je pense que si ça a marché jusqu'à maintenant, c'est-à-dire peut-être que ça ne marchera pas dans quelques jours, tu sais pas en fait. Mais en fait, moi, je te conseille juste de faire un backup. On sait jamais. Mais du coup, lorsque tu fais un backup, tu vas copier ces fichiers-là, les fichiers que tu as sur le disque. D'accord, parce que là, tu vas copier aussi les logs, tu vas copier en fait plein de trucs qui sont pas, en fait, qui peuvent causer des problèmes lorsque tu vas avoir une autre instance Postgres qui vont tourner sur la même data en fait. Ça peut. Mais chacun a son propre répertoire dans lequel il écrit. Chaque Postgre écrit dans un répertoire, c'est pareil, c'est pas les mêmes. D'accord. Ils n'écrivent pas au même endroit. Et pour l'instant, j'ai pas essayé de mixer les Postgre. D'accord. Fais un backup. Pas encore fait quoi. Ok. Dans les bases de données sur les containers, si tu utilises le Cherry et le Replica Set de Mongo, en fait, tu peux mettre des containers sur n'importe quel nœud. Tu montes les données dans les containers, mais en fait, c'est Mongo qui s'occupe de justement gérer en fait qui va écrire, où il lit. Et en fait, avec tes Mongos, qui peuvent être des containers
tu rentres dans une infrastructure où ça peut te coûter directement 500 à 1000 euros juste de serveur pour faire tourner un bon. Ouais. Mais il y a aussi. Ouais. Il y a aussi le problème des bases de données, c'est que chaque base de données, chaque moteur, il a ses propres mécanismes internes. Et parfois, c'est un peu compliqué en fait. Déjà, ils sont tous codés en C, en C++. C'est un peu compliqué en fait de comprendre tous les mécanismes, à part si on est de spécialité ingénieur database ou administrateur de base de données. Et moi, je pense que lorsqu'on rentre dans ce fonctionnement-là des bases de données, on peut avoir des problèmes en fait. Même si ça marche, ça peut causer des problèmes dans le futur, ou bien pour les backups, je ne sais pas. Du coup, moi, j'évite de rentrer trop dans comment une base de données marche, et je la change, parce que j'ai des conteneurs qui peuvent me permettre de faire plein de choses. Pour essayer, oui, mais pour faire de la prod, je pense pas. C'est pas une bonne. Très bien pour faire de la prod, pour scaler en fait. D'accord. Parce que c'est vraiment très solide et on peut scaler en fait. Si on a trop de requêtes mais pas assez d'écriture, on scale les Mongos. Finalement, ceux qui vont taper pour redonner la data. Et si on a beaucoup d'écriture et finalement très peu de requêtes, parce que c'est des écritures très lourdes, on peut scaler justement l'équivalent des OSD qui vont eux écrire en fait. Ok. Et donc ça c'est vraiment très pratique, mais c'est juste, il faut être DBA et oui. Faut pas se planter oui. parce que tu te plantes dans un container, tu as ouais. Ouais. Faut savoir que ce qu'on a fait, il est vraiment compatible avec comment ça marche. Mais c'est une des meilleures solutions aujourd'hui avec Docker parce qu'en fait Mongo intègre, c'est déjà un file system partagé en fait. Ouais. Donc c'est comme monter CFFS de Red Hat, c'est en fait un file system distribué. Qui est déjà très complexe. D'accord. Ok. Et ça a été développé par MongoDB pour Docker ou... En fait, MongoDB l'avait déjà utilisé pour eux pour scaler, mais sur des nœuds. En fait, à la base, on a installé sur des nœuds différents à Mongo, c'est des différentes choses. Mais en fait, on ramène tout le nœud dans un cluster, dans un container, et c'est scalable en fait très simplement. Mais parce que ça a été conçu en fait pour être scalé sur des nœuds. Ok. Donc c'est pour ça que c'est natif en fait. D'accord. D'abord, merci pour la présentation. Juste une question de curiosité. Est-ce qu'on peut tourner des grands projets comme OpenStack avec des containers de Docker? Est-ce que c'est possible ou... Oui. D'ailleurs, en fait, sur les SIG ici, il y a OpenStack. C'est un groupe de travail, un Special Interest Group, où des gens travaillent sur la compatibilité entre Kubernetes et OpenStack. Donc, avec Kubernetes, par exemple, on peut faire tourner des conteneurs sur OpenStack. Merci. Et juste, il y a des stickers aussi, si vous voulez. Ah, il y a des stickers, très juste. Ils sont là. Et c'est un très joli logo. Juste avant de terminer, on a un petit special event. C'est qu'on a fait en fait, on a sponsorisé pour la première fois de l'histoire de Comet. Bon, Comet n'est pas très vieux, hein, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet. On a fait un petit jeu concours, on a sponsorisé un événement qui était Angular Europe la semaine dernière, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et on a la chance en fait d'avoir un gagnant qui est parmi nous aujourd'hui, qui est Gauthier. Donc Gauthier, il va falloir que tu viennes récupérer ton lot et que tu montres à tout le monde ce que tu as gagné. C'est aussi le prix à payer d'être dans la communauté Comet. On va t'afficher un peu. Mais voilà, bravo Gauthier. Il y a Mehdi qui va te remettre ce cadeau. Voilà. Et donc on t'a mis plein de petites choses à l'intérieur. Donc voilà, c'était l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ce sponsoring. Si vous avez besoin de sponsoriser vos événements, faites-nous signe. Peut-être qu'on aura les moyens de vous aider et de faire gagner des trucs cool à vos attendees et à nos freelances. Et du coup, on a exceptionnellement un deuxième gagnant qui s'appelle Hugo. Pardon Hugo, on ne se connaît pas encore, je crois que c'est la première fois que tu passes ici. Voilà. Bah écoute, voilà. Et je crois qu'il y a les pizzas qui frappent à la porte. Donc c'est vraiment le temps de boire des coups et de manger des pizzas. Merci à tous. On va replier les chaises pour passer en mode meet-up. Et voilà, partageons une bière avec Ayman. Merci encore. Comment ?
non, mais là, je suis pas sûr. T'as eu l'impression de quelque chose là? Ouais, c'est violent. Non, mais pas sur le plan opérationnel. Tu peux rien faire là. Ouais, mais c'est clair, mais j'ai pris un historique quoi. Moi, j'espérais qu'il allait nous expliquer un peu comment ça marche, etc. Ouais, pas trop loin. Ouais, non, mais en fait, ça dépend de comment tu aimes recevoir de la connaissance. Ça va? Vous allez venir t'aider? Ouais. Mais un peu moins que toi parce que lui il va se faire. Ah oui, d'accord. Ça va parce que. Yes, un peu. T'es en plus.